À la barre du ketch de son parrain, Tony profite d'un week-end de repos pour embarquer une bande de copains et son fils Maxime. Une virée au large de l'atoll de Tetiaroa, à quelques heures de navigation de Tahiti. Mais là, il y a un petit peu de vent parce qu'on est à côté des côtes, tu vois, quand on va être un peu plus loin, mon avis, ça va tomber un petit peu. J'ai amené mon fils, voilà, pour essayer de lui apprendre tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris de mon père. Voilà, donc essayer de transmettre finalement et l'amour de la mer et aussi voilà, le savoir de la pêche pour pas que ça se perde et que ça se transmette. Ça va mon fils? C'est cool? C'est cool qu'on soit là. Les copains, la pêche, hein? Tout à l'heure on prendra le dinghy, on ira faire un petit coup de trait. C'est sur un voilier comme celui-là que Tony a passé toute son enfance. À l'école de la mer, Tony a appris de son père marquisien, parti trop tôt. Il lui a enseigné les techniques de pêche, le nom des poissons polynésiens et l'art de la débrouille en mer. Du haut de ses 5 ans, Maxime n'est pas encore prêt à suivre son père dans l'une de ses passions. La pêche au pouipoui, le fusil de chasse sous-marine polynésien. Tu vois, c'est un spectacle permanent, ça change, c'est des prises différentes, on voit de très très belles choses en pêche sous-marine. Et puis après, il y a ce côté effectivement, c'est vrai un peu prédateur, mais un peu chasse, qui fait que c'est assez intense. Ça c'est un thon, après je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça c'est les nasons. Carotte. Voilà, une petite calangue. Et le vraou, le poisson roi. Ouais. Pour initier son fils à la pêche, Tony l'emmène dans le lagon de Tetiaroa, l'atoll acheté par Marlon Brando après le tournage des Révoltés du Bounty. C'est important quand on est en Polynésie de savoir pêcher, c'est de pouvoir se nourrir de son poisson. On a encore l'opportunité de le faire dans certains endroits, donc non, c'est bien, c'est important. Tu fais des tout petits mouvements, voilà. Là tu fais comme si le poulpe, le leurre, il nageait, tu vois, parce que quand il nage, hop, il propulse, après, hop, il relâche, il se propulse. Probablement qu'on répète un petit peu les schémas, et c'est vrai que je me vois, moi, il y a 30 ans, à son âge, avec mon père. C'est vrai. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi de savoir pêcher, de pouvoir... Je ne me nourris pas que de ça, mais enfin bon, je fais ça comme un loisir. C'est important de savoir le faire et de ne pas oublier surtout. Ne pas oublier pour ne pas devenir étranger à sa propre culture, à cet environnement maritime qui a longtemps à la fois isolé et nourri le peuple polynésien. À l'extrémité est de Tahiti, il existe une presqu'île exceptionnelle. D'abord, par son climat, plus souvent breton que polynésien. La faute à ces pitons rocheux sur lesquels viennent s'accrocher les nuages. Il tombe ici en moyenne 5 mètres de pluie par an. Pourtant, c'est un lieu qu'affectionnent tout particulièrement les nostalgiques du Tahiti d'antan. Jean-Yves, le botaniste, est très attaché à ce coin de l'île où sa mère a vu le jour. Aujourd'hui, il remonte le temps en compagnie de son ami Élie. On revient 50 ans en arrière, là, on revient dans le passé. C'est ça qui est intéressant, cette côte
de la presqu'île qui est inhabitée, quasiment inhabitée. Il n'y a pas de route, pas d'électricité. Donc c'est un peu retour vers le passé. Et pour la végétation, c'est aussi intéressant parce qu'on a des vestiges de forêt littorale qui a complètement disparu de la côte ouest urbanisée. Ça doit être ce type de paysage que les premiers navigateurs européens ont découvert quand ils sont arrivés au XVIIIe siècle. C'est les Gaulois qui résistent? Le village des Gaulois? Les rares habitants de la presqu'île ont dit non à la route et l'électricité, préférant à la modernité de la ville cette vie simple, proche de la nature. Une manière de vivre que Jean-Yves encourage. Eh bien voilà, bienvenue chez nous. Dans mon paradis. Il a su nous faire prendre conscience de l'importance des plantes déjà endémiques et surtout ne pas introduire les plantes de l'extérieur. Parce qu'il ne faut pas le cacher, beaucoup de personnes ils vont à Hawaï puis ils reviennent avec des petites branches de frangipani ou n'importe quoi et puis ça nous amène des bébêtes. Et puis après, on a des problèmes pour pouvoir lutter contre, quoi. Le ourou est le fruit de l'arbre à pain et d'une introduction sur ces îles par les premiers Polynésiens. La chanson raconte l'une des nombreuses façons de le cuisiner. Ses origines tahitiennes ont sûrement permis à Jean-Yves de faire tomber les barrières, de réveiller les consciences. C'est important, je pense, d'avoir ce rapprochement avec les gens, les habitants, notamment quand on veut passer à une phase de conservation active, de protection de la nature, de gestion de l'environnement. Et là, c'est clair que le scientifique tout seul, il ne peut pas le faire, il ne peut pas s'en sortir seul. Et il n'y a qu'en travaillant avec les communautés locales, les collectivités locales, qu'on peut vraiment faire avancer les choses. Parce que les gens interagissent avec leur environnement, les gens se sont adaptés à leur environnement, ils ont modifié leur environnement, ils vivent dans cet environnement. Cette forêt de bord de mer, fouettée par les embruns et les pluies, difficilement accessible, est l'un des derniers sanctuaires naturels de Tahiti. Ici, Jean-Yves a recensé une concentration particulièrement importante d'espèces endémiques très rares. Son petit nom scientifique, Syrtandra biflora. Et on a la chance ici au Pari, donc sur cette côte un peu sauvage, en bord de mer, de trouver le Syrtandra biflora endémique qui est en voie de disparition ailleurs et ici qui survit dans ces habitats préservés des activités humaines. Donc ça, c'est un peu le symbole de ces espèces qui sont pas du passé, mais qui sont à la limite de l'extinction, quoi. Les premières collectes des botanistes au XVIIIe, XIXe siècle, et même, je me rappelle dans les années 80, le botaniste Jacques Florence me l'a montré à l'entrée de la Papineau, la plus grande vallée de Tahiti. Maintenant, on va à l'entrée de la Papineau, c'est urbanisé, il n'y a plus rien. Il y a eu des personnes qui voulaient faire des projets d'hôtellerie sur ce rocher-là. Je lui ai dit non, c'est pas la peine, allez le faire en ville. Il y a plein d'hôtels qui sont en train de fermer et reprenez les hôtels existants. Ne venez pas ici, il ne faut pas modifier le côté du Paris. Hein. Ce que le grand public ne comprend pas, c'est que ces extinctions, ces disparitions d'espèces, cette modification de l'environnement, elle est 100 fois, 1000 fois plus rapide qu'avant. Et en une génération, en 50 ans, on peut tout perdre. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un milieu naturel comme ici à une ville, à du béton, et dans l'indifférence et l'ignorance quasiment totale. Jean-Yves tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. La Polynésie française est la collectivité d'outre-mer qui enregistre le plus grand nombre d'espèces éteintes ou menacées d'extinction. Après 3 mois de navigation dans l'archipel des Tuamotu, le catamaran de Laurent et Catherine s'est arrêté sur l'île d'Apataki.
Bon Thomas, on va jouer au rail. Tu sais comment ça se joue quand même. Ouais. Je suis sous l'eau et moi je te... et ça tu me tapes. Et c'était quoi ce truc? Ce truc, c'est le chantier naval dans lequel vit la famille Patureau depuis 3 semaines. Le catamaran a montré des signes de grosse fatigue et le bricolage en mer ne suffit plus. Le moral de Catherine et Laurent est au plus bas. C'est toujours problématique hein, quand on a un seul moteur, on n'a plus de dessal, on déchire le spice, ça accumule, même si ça peut paraître pas grand-chose, l'accumulation de ces petits riens, au bout d'un moment on se dit qu'est-ce qu'on fait quoi. Est-ce que ça va être comme ça tout le temps ou est-ce que c'est juste une période pas de chance et... On espère que ça va pas être comme ça tout le temps, mais en fait ça sera comme ça tout le temps, mais bon. À terre, le temps s'étire lentement. Mais l'annonce de l'arrivée du cargo sur Apataki redonne espoir. Catherine se rend sur le quai à l'heure du débarquement. Elle compte bien récupérer les pièces mécaniques, mais aussi tout l'avitaillement qui leur permettra de reprendre la mer. 1, 2 et... Mais là il m'en manque là. J'en avais aussi 2 en réfrigéré et 1 en congelé. C'est pas encore sorti? Ok. Le 17. 17. 17 il est là. Le 21. Alors j'ai 2 26. Donc je pense qu'il doit y avoir 25, 26, 27. 27 congelés, c'est le congelé, d'accord. Tout est arrivé, alors maintenant on va pouvoir mettre les bonnes pièces sur le bateau, on va pouvoir repartir. Alors, on a hâte parce que ça fait 1 mois qu'on est à terre, on en a marre. Hein. Le lendemain matin, Catherine retrouve les siens avec une bonne nouvelle. Ça va? Bon. J'ai tout, toutes les pièces, tout le carton. Ah c'est léger ça va. Allez. Dis donc, on a beaucoup de cartons. Je sais pas où on va mettre tous les cartons. Je crois que c'est ça surtout que t'attends. Ouais. La pièce de l'hélice. Waouh, c'est super beau tout neuf. Eh, t'as vu? C'est la classe, t'as pas les vis. C'est un peu le truc du bateau, c'est que souvent on est seul, on est, en tout cas, on est confronté à soi-même et du coup on doit se dépatouiller, alors on apprend, on se met à apprendre. Et bon, voilà, on apprend. Hein. Alors on fait pas forcément les trucs dans les règles de l'art, souvent c'est typiquement ce que je fais là, c'est pas dans les règles de l'art, mais bon, on apprend et puis voilà. Et voilà. Le bateau est fin prêt pour poursuivre l'aventure polynésienne, commencée il y a plus de 6 mois. Prochaine étape, Tikeao, un atoll connu surtout des amateurs de plongée sous-marine. Ok, stop. C'est un whiz là, hein? Ouais. Le bateau il prend l'accélération là. Alors une bonne journée de navigation. Le pilote automatique il fonctionne bien. On touche du bois pour que ça soit comme ça jusqu'à l'arrivée. Direction le plaisir. L'Iremanta. Mais avant d'aller tremper leurs palmes, les enfants doivent se replonger dans les cahiers. L'école à bord est obligatoire et ce n'est une partie de plaisir ni pour eux ni pour Catherine.
Donc là, moi, c'est moi la maîtresse, d'accord? Il n'y a pas de qui tienne. T'as qu'à les entourer si tu veux pas les colorer. Et Thomas, fais ton exercice. Donc, rouge et jaune. Occupe-toi de tes exercices, toi, Miss Petit Rond. Ça, c'est la ligne des bleus. Le plus dur, c'est qu'on n'arrive déjà pas à les motiver à faire leurs propres exercices et en plus, ils regardent ceux des autres. Donc, Thomas fait les maths de sa sœur et Romain fait le français de son frère. Là, c'est important, ils apprennent à lire et à écrire, mais ils apprennent tellement d'autres choses qu'on complète en fait. Les cours qu'on peut avoir du CNED sont basés sur des enfants qui seraient en métropole. Par exemple, j'avais un cours sur la monnaie, l'euro. J'ai pas pu faire autrement avec Romane que de sortir toutes les pièces et les autres billets qu'on a eu pendant le voyage et de voir avec elle tous les pays qu'on a traversés, donc toutes les monnaies qu'on a eues. C'est très instructif pour eux de voir ça. Et puis c'est vrai que quand il y a des dessins, ils voient des vaches, des cochons. Nous, on va mettre des poissons, on va mettre des baleines, on va mettre des coraux, on va mettre voilà, on le fait aussi un peu différemment quoi. 12 plus 3. 12 plus 3, 2 et 3, ça fait... Yorana! Bonjour! Bonjour! C'est toi le capitaine? Ouais. C'est ça? Et toi, t'es l'accompagnateur en plongée? Le guide? Le guide? Vincent? Yorana, Laurent. Bonjour. Vincent est moniteur de plongée. Il s'est installé sur l'île il y a 2 ans et possède le matériel nécessaire pour des baptêmes de plongée adaptés aux jeunes enfants. Donc là, on va aller prendre la direction de la ferme Perlière là-bas. Tu vois le petit bâtiment avec le buisson? Ah ouais, le sur la motou gauche. là-bas. Ouais, voilà, ok. c'est là-bas qu'il y a la station de nettoyage des Raymanta. Ouais, alors là, tu vas voir, on a vraiment un site unique au monde. Vraiment, c'est exceptionnel parce qu'on se balade avec des Raymanta dans à peine 2 mètres d'eau parfois. Et le gros plus de ce site, c'est que tu peux passer toute ta plongée, voire plus, pendant toute la matinée, ça m'est déjà arrivé, avec la même Raymanta. Ouais. D'accord, fais attention, il y a une patate juste devant toi, un petit peu sur la gauche. Hein. On va prendre un petit peu. Non, je l'ai laissé être trébord, je suis obligé de la laisser sur trébord. Voilà. On va ici maintenant, on est sur le site des Raymanta, d'accord? Donc c'est une station de nettoyage, c'est-à-dire que les Raymanta viennent ici pour se faire nettoyer exactement par des petits poissons. Donc les petits poissons ils vivent dans des patates de corail, les mantas ils vont venir au-dessus des patates, elles vont tourner tout doucement en ouvrant la gueule, ça c'est un signal pour les petits poissons pour leur dire qu'ils peuvent se mettre au travail. D'accord? Donc ici, imaginez que c'est comme une grande salle de bain pour Raymanta. D'accord? Nous, quand on est dans notre salle de bain, on aime bien être tranquille. Hein. On n'aime pas qu'il y ait des gens qui viennent nous déranger pendant qu'on est sous la douche. Et bien, elle, c'est exactement pareil. Donc, on va être très vigilant à notre comportement envers les animaux. Tu gardes bien ça en bouche. Hein. Allez, regarde. Plonger avec des Raymanta, c'est souvent espéré, pas toujours réalisé. Encore moins pour des enfants interdits de plongée profonde. Mais à Tikao, des mantas s'aventurent à l'intérieur du lagon. Ce qu'on cherche à avoir, c'est que ce soit les raies qui viennent à nous. Si jamais c'est l'animal qui décide de venir nous voir, là, on peut jouer un petit peu avec elles. En revanche, si jamais on essaye nous de les approcher, tout ce qu'on va gagner, c'est qu'on va les faire partir. Il faut savoir que les animaux comme les Raymanta, ils sécrètent, ils développent un petit mucus qui va les protéger de toutes les infections, de toutes les maladies qu'il peut avoir dans l'eau. Et du coup, si jamais vous les touchez, vous pouvez enlever cette protection
et donc les animaux peuvent être plus sensibles et attraper des maladies. Chaque raie manta, chez les manta alfredi, elles ont des taches sur le ventre, des taches qui leur sont propres. En fait, ça fonctionne comme une carte d'identité. Donc ça va nous permettre de les reconnaître. À Tikao, j'ai identifié pour l'instant 117 raies manta. J'en ai encore pas mal à classer, donc au final, j'en aurai 140, 150 sur l'année 2012. Des résidentes, comme Théa, Théo, Tétris, Princesse. Une partie que j'appelle des nomades, qui sont là qu'une partie de l'année, mais qu'on va revoir tous les ans. Et ensuite, des migratrices qu'on voit une fois, pour l'instant que j'ai jamais revues. Thomas, il en a bien fait d'y aller ou pas? Ouais. Ah, c'est bien. Moi, je suis fier de toi. Allez, mon gros, tu voir ton papa. Moi, je veux la retourner. Comment? Elle est très grande. Ouais, et bah t'imagines, ça c'est un bébé. Ah bon? Ouais. Elle doit avoir 3 ans celle-là. Elle s'appelle Théo. C'est une femelle, mais on lui a donné un nom de mâle. En voyage comme ça, j'adore ces journées où on se lève tôt, on attaque tôt, mais après on a des images et des petites étoiles dans les yeux pendant un bon moment. Hein, on adore avoir des petites étoiles dans les yeux comme ça. Des souvenirs à garder toute sa vie, ça. Et elle avait plein de petits poissons. Ouais. Et t'as vu comme elle a en l'eau, quand elle ouvre sa bouche? Ouais. Énorme. Waouh, regardez comme c'est joli là. Allez, on s'arrête là. Attention aux plantes. Allez. Notre voyage, si on veut qu'il ait un sens plus profond pour nos vies, c'est aussi de s'implanter quelque part pour vraiment partager, vivre, non pas le voyage, parce que le voyage, on vit quand même détaché, on voit les choses, mais on est détaché, mais on va dire s'attacher aux choses, aux gens, à une île, à un peuple, bon, voilà. Et donc ça veut dire se poser peut-être 2, 5 ans, un temps un peu plus long que ce que nous, on peut passer 1 mois, 2 mois dans un atoll. Et pourquoi pas, effectivement, il y a l'idée qui commence à germer de se dire, pourquoi pas poser notre ancre, nos sacs un peu plus longtemps sur un des atolls. Et Tikao est en bonne place, on va dire, pour l'instant. En empruntant le chemin des îles, ils ont trouvé les clés de leur paradis. Entre ciel et mer, Tony poursuit toujours ses rêves d'enfant et goûte au plaisir d'être enfin chez lui. Quant à l'infatigable Jean-Yves, il cultive avec passion son jardin d'Éden, jamais aussi heureux que lorsqu'il échange avec les mémoires vivantes de cette Polynésie de l'intérieur. Enfin, avec Romane et Thomas, leurs enfants, Catherine et Laurent apprennent à vivre au rythme des îles. De coup de cœur en rencontre, ils ont appris à vivre intensément chaque instant. Et comme disent les Polynésiens, demain est encore loin.